les terroristes sont musulmans. Partout, une peur qui monte. Nous n'avons plus le temps, ni les moyens de l'angélisme. I will win for you. Une peur alimentée par le terrorisme des fous de Dieu. Une peur qui traverse l'Occident. Le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. Total shutdown of Muslims entering the United States. Une peur qui nourrit la haine raciale. La misère du Sud qui monte vers le Nord. Un mouvement irrépressible, celui du désespoir qui cherche l'espoir. Ils veulent tous rejoindre un grand radeau de sauvetage qui s'appelle l'Europe. Cet été de 2015, nous avons tous ouvert les yeux. Au milieu de cette marée humaine, sur un des pneumatiques où sont entassés 50 réfugiés syriens, se trouve Ayaz Morad. Il faisait très noir et les vagues étaient très fortes. Il est passé minuit. Ils ont quitté la côte turque vers les îles grecques depuis plus de 10 heures. Les femmes étaient regroupées au milieu. Elles ne voyaient pas que la mer était démontée. On essayait de vider l'eau qui montait dans notre embarcation. C'était très difficile, mais on savait que si on ne le faisait pas, on allait mourir. Ayaz a quitté son village du nord de la Syrie quelques semaines plus tôt. La guerre lui a fait perdre son travail. À l'approche du groupe armé État islamique, devant la menace du viol de ses sœurs, la famille a réuni ses économies pour les envoyer sur la route de l'exil, lui, ses 2 sœurs et un beau-frère. Ils ont traversé la Turquie et se sont rendus à Izmir, sur le bord de la Méditerranée. Là, ils vont tenter de rejoindre l'île grecque de Lesbos. Mais à l'aube, sur le bateau, il devient clair qu'ils n'y arriveront pas. Ayaz, qui parle mieux anglais que les autres, s'est embarqué avec le numéro d'urgence de la garde côtière grecque dans son portable. 7 minutes plus tard, on a vu un hélicoptère. Il nous a survolé 2 ou 3 minutes, puis ils ont contacté les gardes-côtes qui sont venus nous porter secours. Tous n'ont pas cette chance. En cette seule année 2015, 3000 migrants sont morts pendant la traversée. Le monde entier assiste au drame qui se déroule sous l'éclairage impitoyable du soleil méditerranéen. Placée devant un choix existentiel, l'Europe se divise. Le président de la Hongrie, Viktor Orban, annonce la construction d'une barrière de 175 km sur sa frontière avec la Serbie. La Macédoine dresse des barbelés sur sa frontière avec la Grèce. Hogy a más civilizációkból érkezők tömegei veszélyt jelentenek az életformánkra, a kultúránkra, a szokásainkra és a keresztény hagyományainkra. Les murs, de toute façon, ne tiendront pas. La crise est désormais celle de l'Union européenne au grand complet. À contre-courant de la réaction hongroise, Angela Merkel va prononcer la phrase qui va sceller le cours des événements. Für mich selbstverständlich ist, dass man an eine neue Aufgabe so rangeht, dass man erstmal sagt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Coincés à la gare de Budapest, comme des dizaines de milliers d'autres, Ayaz et quelques leaders se lèvent et lancent le mot d'ordre. Allons-y, marchons vers l'Allemagne. Parmi les meneurs, Ayaz, qui brandit une photo d'Angela Merkel, une image devenue symbolique. En Allemagne, un vent de solidarité se lève et les réfugiés sont accueillis à bras ouverts par une partie de la population. Une très grande partie, rappelle le politologue Uli Bruckner.
Des études ont démontré que 44% des citoyens allemands ont aidé les migrants, soit en donnant de l'argent, soit en faisant don de leur temps ou de leur expertise. Mais l'ouverture de la chancelière Merkel crée un appel d'air. Le flux des migrants atteint des proportions que presque tous avaient sous-estimées. L'Allemagne verra 1 million de nouveaux arrivants déferler sur son sol. Ce ne sont pas tous les Allemands qui ouvrent les bras. Avant même la crise de 2015, dans plusieurs villes d'Allemagne, Pegida, les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident, rassemblent semaine après semaine des dizaines de milliers de manifestants contre l'islamisation de leur pays. Praxis in Bananenrepubliken. Tatjana Festerling est la passionnariat du mouvement Pegida. En Allemagne, on parle souvent des Guten Menschen, des bonnes âmes. Mais je ne crois pas que les gens se rendent compte du danger que tous ces envahisseurs apportent dans notre pays, mais aussi sur tout le continent. Tatjana Festerling a été exclue du mouvement Pegida à cause de ses appels à la violence. Pour elle, l'affrontement est inévitable. Ça ne fait aucun doute. On n'y échappera pas. On la voit déjà, la violence dans les rues. Nous vivons déjà une guerre civile. C'est dans les villes de l'ancienne Allemagne de l'Est, là où paradoxalement il n'y a que très peu d'immigrants, que le mouvement contre l'immigration a le plus d'ampleur. Un an plus tard, les grandes manifestations de Pegida se sont essoufflées. Dans ces mêmes régions d'Allemagne, un parti de droite radicale, l'Alternative pour l'Allemagne, occupe le terrain, avec à sa tête Frauke Petry. Lors de la vague de migrants de l'été 2015, elle a suggéré que les gardes-frontières puissent utiliser leurs armes, des propos controversés qui la suivent toujours. Un très grand nombre de musulmans immigrent illégalement en Allemagne. Selon nous, les principaux courants de l'islam ne sont pas compatibles avec la culture allemande. It's a bit odd to see a strong nation as Germany to fear a minority as a threat. And it's a minority with very little power base. Vous croyez? Regardez les jeunes en Allemagne aujourd'hui. Combien d'entre eux sont issus de l'immigration? On parle peut-être aujourd'hui de minorités, mais est-ce que ce sera encore le cas dans 20 ou 30 ans? Disparaître, avec 5,5 % de musulmans dans le pays, cette angoisse, celle du remplacement de la population européenne par une population un jour à majorité musulmane, est tout de même bien présente dans les esprits. Ce pays n'a pas connu un taux de reproduction acceptable depuis 50 ans. Michael Stürmer est un vétéran de l'analyse politique au quotidien allemand Die Welt. L'Allemagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, va-t-elle survivre? Bien sûr que l'Allemagne va survivre. Mais les avis sont partagés. Qui a raison? On verra. Mais quand nous le saurons, il sera trop tard pour changer de cap. Entre-temps, on fonce à 180 km/h sur l'autoroute. Ayaz et sa famille sont les Allemands de demain. En attendant, l'État et les contribuables devront les soutenir. Ils habitent dans ces nouveaux logements de transition. Ils ont l'assurance maladie, des allocations et surtout des cours intensifs d'allemand, clé de l'intégration. Ayaz apprend vite et il parle déjà allemand mieux qu'anglais, dit-il. L'intégration pour lui a toutes les chances de réussir. Mais il y a une ombre au tableau. Quelques jours après le passage de notre équipe à Berlin, un camion fonçait volontairement dans la foule lors du marché de Noël, faisant 12 morts et 50 blessés. Le terroriste d'origine tunisienne était un illégal sous le coup d'un ordre d'expulsion. Ayaz Morad est bien conscient de la bataille de l'image à laquelle tous les migrants comme lui, en particulier les musulmans, sont confrontés. On dit de nous qu'on est des terroristes, mais je suis une personne normale.
Je veux juste un endroit sûr où vivre, où étudier, où dormir. J'ai fui Daesh. J'ai quitté mon pays à cause d'eux. Je suis une victime de Daesh. Les migrants entrés en Allemagne sont de fait entrés en Europe. Et cela survient au moment où la droite radicale se lève. Béziers, dans le Languedoc, une ville de 75 000 habitants, une des plus vieilles villes de France. Durement éprouvée sur le plan économique depuis des décennies, elle fait aujourd'hui l'objet d'un effort de revitalisation de son centre-ville. Si on aime Béziers, il faut venir faire ses courses aux Halles. C'est quand même ça. Le marché historique, les Halles, a été rénové sous l'impulsion d'un maire volontariste. Robert Ménard a été élu en 2014 sous la bannière du Front national, même s'il n'en est pas officiellement membre. On est fiers d'être Biterrois. Merci à vous. Ici, on ne trouvera pas de viande halal. Je n'en veux pas. C'est clair, net et précis, ça suffit le halal. Ici, ça n'a pas sa place. Je n'ai pas envie de femmes voilées dans les halles, je n'ai pas envie de cuisine halal. J'ai envie de redire qu'on est ici chez nous. Voilà. Ça va? C'était bien. Oh, il est l'archétype du populiste et il l'assume à 100 %. Les populistes, quel gros mot et tout ça. Non, populiste, c'est le peuple. Moi, je me veux un élu populiste, proche du peuple, qui parle comme les gens et qui, je l'espère, fera enfin cette révolution dont on a besoin. Robert. Toi, le maire de Béziers, tu nous as... Ces positions ont rendu Robert Ménard infréquentable pour plusieurs. Sur ce plateau de télé, la caricature va très loin, trop loin pour lui. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Cet ancien journaliste, qui a été fondateur et président de Reporters sans frontières, a fait transformer le magazine officiel de la municipalité en pamphlet. Et il a lancé cette campagne qui va soulever un tollé en France. Ceux qui doivent arriver, ce sont 40 demandeurs d'asile que l'État français cherche à relocaliser et non sans peine à répartir dans différentes municipalités. Une campagne d'opposition dans plusieurs villes est orchestrée par le Front national. Parce que c'est 40 migrants de plus. C'est 40 migrants de trop. Pardon, dans une ville où il y a une telle population d'origine immigrée, où il y a déjà 2 centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, oui, il y a trop d'immigration dans mes villes. Il y a des seuils de tolérance. La question ne préoccupe pas que les populistes. Quels sont les seuils d'immigration avec lesquels une société peut vivre? Dans le nord, à Calais, des milliers de demandeurs d'asile avaient établi un campement sauvage d'où ils tentaient de traverser illégalement en Angleterre. Le démantèlement de ces camps en 2016 a entraîné des débordements jusqu'au cœur de Paris. Des émeutes éclatent entre les migrants. Je n'ai pas du tout peur de faire monter les tensions. D'ailleurs, les tensions n'ont pas besoin de moi pour monter, figurez-vous. Ces crises sont le fonds de commerce du Front national, dont la leader Marine Le Pen est désormais une candidate plausible pour la présidence française, dont l'élection aura lieu en mai. Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Nous, vivants, elle ne le sera jamais. Son parti, créé par son père Jean-Marie Le Pen, longtemps conspué pour son extrémisme, rallie aujourd'hui un électeur français sur 3. Qu'est-ce qui a changé? Le Front national ou la France? La réalité, c'est que le Front national, lorsque il était à 10-15%, était un mouvement de contestation, c'était un mouvement d'opposition. Lorsque je suis arrivé à la tête du Front national, j'ai souhaité en faire un parti qui mènerait au gouvernement et qui s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. L'artisan de ce virage, c'est Florian Philippot, le numéro 2 du parti. Bonjour.
Une partie de la presse française boycottait le Front national, autant de Jean-Marie Le Pen. Florian Philippot est aujourd'hui le chouchou des médias. Voilà, les peuples disent on n'a pas envie de se faire imposer par une oligarchie, par des médias, par la finance. Nous voulons une France qui défende un modèle social qui rompe avec l'ultralibéralisme, cette violence sociale, cette loi de la jungle que nous impose l'Union européenne pour notre plus grand mal. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz. Ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. Les propos persistants du père qui minimisent l'importance des chambres à gaz nazies et les critiques constantes contre l'antisémitisme du FN ont consommé la rupture. Marine Le Pen a chassé son père du parti qu'il avait fondé. Aujourd'hui, quelqu'un aurait des propos antisémites à l'intérieur du Front national, qu'est-ce qui arriverait? Il serait exclu du Front national, de la manière la plus claire qui soit. Enfin, c'est la même politique que j'ai menée, moi, depuis que je suis arrivé à la tête du Front national. Et est-ce que cette rigueur-là, elle serait applicable, par exemple, à l'islamophobie? Mais je ne sais pas ce que c'est, l'islamophobie. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je note que cette islamophobie est un concept qui a été utilisé pour empêcher les gens comme moi de lutter contre le fondamentalisme islamiste. Le journaliste québécois Christian Rioux est un observateur aguerri de la politique française. À titre de correspondant du Devoir, il est un des relais des débats français au Québec. Ce qui est un fait, c'est que depuis 20 ans en France, on assiste à la montée d'un mouvement politique et religieux qui s'appelle l'islamisme. Il met lui aussi le mot islamophobie entre guillemets. Alors, avant de parler d'islamophobie, et avant de dire arrêtons de discuter de ça parce qu'on est islamophobe, discutons du mouvement. Et après, on verra effectivement si on verra à faire en sorte de ne pas stigmatiser l'ensemble des musulmans une fois qu'on aura compris de quoi on parle. Ces chroniques sont le reflet du grand réalignement de l'opinion qui accourt en France. Le souci d'une immigration mal contrôlée, l'appel au retour des frontières et le rejet de la mondialisation. Les gens de gauche devraient comprendre que l'État national, ça protège en général les plus démunis dans une société. Ça peut les protéger d'une mondialisation effrénée, d'une immigration qui n'est pas contrôlée et d'un islamisme aussi qui se veut universaliste. Et ça, c'est le message du Front national aujourd'hui. Est-ce que c'est le message du Front national? Est-ce que parce que le Front national nous dit que le ciel est bleu, le ciel est vert? Le débat politique en France, depuis 20 ans, il se mène comme ça. Mais le peuple, lui, s'il considère que Marine Le Pen a prononcé un mot qui décrit une réalité, je veux dire, ça va revenir un jour ou l'autre. Une proposition phare du Front national, c'est la préférence nationale. En gros, les immigrés paieraient taxes, impôts et cotisations sociales, mais n'auraient pas droit aux allocations familiales ni aux prestations de chômage et de retraite. Il ne paraît pas aberrant de donner une priorité aux Français, mais au sens français, il n'y a pas d'autre sens qu'au sens citoyen français. Il n'y a pas d'autres critères. Donc comme ça, ce n'est pas du tout question de racisme ou quoi que ce soit. Ces jeunes aussi partagent à leur façon la notion de préférence nationale. Ils sont réunis ce soir dans le 15e arrondissement de Paris pour porter secours aux sans-abri, du moins une partie d'entre eux. À une époque où nos gouvernements aident sans limite les migrants en leur débloquant des maisons, en leur débloquant des fonds, et on veut combler ce déséquilibre en aidant les nôtres, en aidant les Français. Bonjour, est-ce qu'on est Génération Solidaire? Est-ce que vous avez besoin d'un café ou quelque chose comme ça? Oui, chef. Un café? La première rencontre du groupe, ce ne sont pas les leurs. Il s'agit visiblement d'étrangers. Juste café, juste café. Pas trop. Pas de nourriture, désolé. La patrouille continue. Cette fois, ce sont des sans-abri de souche. On peut donc leur servir à manger. Est-ce que vous avez faim? Vous avez besoin de pain, Génération solidaire de soir devient le jour génération identitaire. Et ne fait pas que dans la charité bien ordonnée. Ses membres s'entraînent à l'autodéfense et font des coups d'éclat. Ils veulent faire de la remigration, c'est-à-dire expulser les illégaux
et encourager les autres à partir. Ils se veulent indépendants des partis, mais savent pour qui voter à la présidentielle qui s'en vient. Le Front National est le seul parti patriotique aux idées identitaires. On s'est en tout cas réveillé avec une excellente nouvelle, l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Au Front national, la victoire de Donald Trump est interprétée comme un signe avant-coureur d'une vague où, pour Marine Le Pen, tout devient possible. Celle-là, on va directement l'envoyer à la Maison-Blanche. Il y a les Québécois, c'est vrai, il y a les Québécois. Ils sont où, les Québécois? La présence de notre équipe inspire Florian Philippot. Vive le Québec! Il se revendique de la mémoire de De Gaulle et se définit comme un souverainiste. Sur un mur de son bureau, ce drapeau qu'on peut difficilement rater. Là, ce sont des amis québécois que Marine Le Pen a rencontrés lors de son déplacement, qui étaient de jeunes militants au PQ et qui sont venus nous voir après la visite de Marine Le Pen au Québec. Ces Québécois, les voici. Ils participent à une conférence du Front national sur le thème de la francophonie. Oui, ils sont membres du PQ, mais ils ne sont pas à Paris. À ce titre, il va sans dire. Ils ont fondé un petit club politique, Horizon Québec actuel. Affiliés au Front national, ils diffusent des messages dans le ton, notamment en milieu scolaire au Québec. Justin Trudeau, c'est un peu une sorte d'Alain Juppé sur le LSD. Alexandre Cormier-Denis amuse les participants en raillant le multiculturalisme de Justin Trudeau. Nous vous écoutons de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un message clair. Et on est là un peu pour réveiller les gens, brasser le mouvement souverainiste et brasser des idées, en gros. J'ai décidé que j'allais continuer à jaser, comme je le souhaite. Le passage de Marine Le Pen au Québec, je pense, a libéré beaucoup la parole, et on s'est rendu compte que c'était pas le démon. Mais ce passage de la leader du FN au Québec a surtout révélé qu'aucun chef de parti n'a voulu la rencontrer. Je suis un peu leur mauvaise conscience. Les mêmes qui parlent de souverainisme parfois au Québec sont les mêmes qui acceptent le recul du français, le recul de la culture québécoise. Ce cadre du Front national ne cache pas son flirt avec les souverainistes du Québec. Alors peut-être qu'aujourd'hui Jean-François Lisée parle différemment, mais il se trouve que sa base avec laquelle je suis en contact permanent, sa base nous reconnaît comme des interlocuteurs valables et crédibles. C'est un problème sans doute qui est lié à l'élite, à l'establishment, à l'établissement du Parti québécois. Flirt ou provocation? Moi, je vais vous rappeler, de très loin, nous avons vu la victoire de Jean-François Lisée, que nous félicitons encore d'ailleurs, qui a gagné, je crois, sur une ligne assez anti-immigration, qui questionnait l'immigration au Québec et au Canada, plus particulièrement au Québec, et qui questionnait aussi le rôle de la laïcité face à l'islam radical, bien entendu. Eh bien, je crois que finalement, nous avons des valeurs qui sont à peu près les mêmes. Dans la campagne ancestrale du Québec, au détour des croix de chemin et des clochers qui rappellent les racines du Canada français, même ici, la crise des migrants fait des vagues. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est ça, la petite banque qu'on vient vous porter, ça? Comme dans beaucoup de municipalités, ces citoyens de Saint-Raymond-de-Port-Neuf ont formé un comité pour parrainer la venue d'une famille de réfugiés syriens. Ils sont en pleine campagne de collecte de fonds. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste, bon, ben tiens, prends de l'argent, puis débrouille-toi. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit autour d'eux. Pour le moment, puis ils sont pas arrivés, on est au moins une quinzaine de personnes qui veulent évoluer autour de cette famille-là pour les aider dans leur intégration. Mais ce n'a pas été facile. Une première tentative de parrainage à Saint-Raymond s'est heurtée à des résistances de plusieurs citoyens. On a entendu beaucoup de manifestations de peur face à la venue chez nous de réfugiés. En mai dernier, le président du comité d'accueil, Jacqueline Genois, annonçait l'abandon du projet devant une résistance exprimée par une partie de la population à accueillir des musulmans. On sent une réticence très forte par rapport au fait que ces gens-là arrivent chez nous et nous imposent leur dictat. Alors, et donc, les gens ont peur que se reproduisent chez nous des attentats qu'on a vus ailleurs. Depuis, un nouveau comité a pris la relève.
Mais des pressions d'un autre type sont survenues l'été dernier lors d'une session d'information régionale sur les réfugiés dans le village de Cap-Santé. De militants du groupe anti-islam radical La Meute sont venus perturber l'Assemblée en clamant que les réfugiés mettaient en jeu la sécurité de la nation. Ils nous filmaient de très, très proche avec des petits téléphones, puis je pense qu'ils voulaient être turbulents. Mais ils ont pas... Finalement, personne s'est énervé contre eux, puis ils sont partis. Un des porte-paroles de La Meute, Patrick Baudry, soutient qu'ils ont simplement voulu conscientiser les gens sur les dangers de l'accueil aveugle. Il demeure préférable, selon lui, de savoir un peu mieux qui vient dîner. La Meute fait partie de la frange radicale de la vigilance face à l'islam. C'est un groupe aux stratégies occultes qui échange sur une page Facebook dite secrète, réservée aux membres. La Meute prétend en avoir des dizaines de milliers, ce qu'il est impossible de vérifier. Un noyau dur est présent dans Port-Neuf. Finalement, le sort a voulu que ce soit une famille chrétienne qui soit jumelée à Saint-Raymond, même si le comité d'accueil ne l'avait pas demandé. Ça arrange. Là, c'est un premier essai. Fait qu'on veut que ça marche bien. La méfiance à l'endroit des musulmans est légitime parce que la menace terroriste existe. Elle est réelle. Le problème, c'est comment doser cette méfiance et comment la contrôler et ne pas l'exagérer pour en arriver à rendre toute une population victime de discrimination. C'est une marche historique qui rassemble des femmes et des hommes pour la laïcité, pour l'égalité au Québec. Dans la foulée du débat sur la Charte des valeurs, la vigilance face à l'islam a connu un foisonnement au Québec. Des dizaines de groupes et de groupuscules ont de quoi alimenter la peur sur les réseaux sociaux. Tous ces vigilants ne sont pas des extrémistes de droite. Ils ont pour dénominateur commun la sauvegarde de l'identité nationale face à l'immigration, celle des musulmans en particulier. L'Action nationale est la plus vieille revue d'idées au Canada. Le souper bénéfice de la revue L'Action nationale regroupe le gratin nationaliste. Ce soir, le vin est québécois comme il se doit. Il y a dans cette salle le meilleur journaliste contemporain du Québec, Christian Rioux. Les portes de l'émancipation. L'événement, cette année, est l'occasion d'entendre Christian Rioux célébrer le retour de l'identité nationale. Il ne se passe pas une journée sans qu'on se porte à la défense de l'identité homosexuelle, musulmane, autochtone, lesbienne, montréalaise, maghrébine et même queer. Mais l'identité québécoise, excusez-moi, n'est pas l'égale de toutes celles que je viens de nommer. Dans une chronique récente, Christian Rioux a comparé la diversité à un étalage de poissons défraîchis venus d'étrangers. La plupart de ces poissons ont le goût et la texture insipide du décongelé et que, vu le nombre et l'heure, la moitié finira aux poubelles. Mais peu importe, ils sont là pour attirer le chaland et lui en mettre plein la vue par leur diversité. Le multiculturalisme, à mon avis, c'est effectivement une politique qui délite la société. Quand c'est érigé au plan politique, c'est quelque chose qui détruit la société. Paul Valéry disait « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Le nationalisme québécois est-il en train de surfer sur la vague venue d'Europe? Le premier ministre fait des parallèles entre le Parti québécois de Jean-François Lisée et des partis populistes européens, sans les nommer. La campagne à la chefferie du Parti québécois a donné quelques arguments à ceux qui font cette association. Affirmer, par exemple, que les musulmanes portant un voile intégral pouvaient cacher une mitraillette, que ces gens-là voulaient tuer des Québécois, là, on est dans le populisme, là. Le cœur du message de Jésus... L'ancien président de la commission Bouchard-Taylor n'exonère pas le Parti libéral, dont l'inaction dans le dossier des accommodements raisonnables a, selon lui, laissé pourrir le climat. Ça fait quand même presque 10 ans là, qu'on a eu la crise des accommodements. Et si on fait la somme des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour résoudre les problèmes, on arrive à pas grand-chose. Très tôt dans la course, Jean-François Lisée a critiqué son adversaire Alexandre Cloutier pour avoir souhaité une bonne fin de Ramadan aux musulmans. Alors moi, je souligne le Festival du monde arabe, je souligne les Nuits d'Afrique, je souligne le premier rang chinois. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que la religion divise, la culture unit. Le succès d'intégration de chaque
québécois d'adoption. Le poids du facteur islam dans l'ascension de Jean-François Lisée est impossible à quantifier. Mais chez les vigilants, une ligne a été tracée. On descend en flamme Cloutier, qualifié de multiculturaliste. Sur les réseaux sociaux, on lance des appels à prendre sa carte du PQ pour bloquer Cloutier et appuyer Lisée. Celui qui avait débuté la course 4e va finir bon premier. Je déclare Jean-François Lisée élu chef du Parti québécois. Le PQ est loin d'être un parti d'extrême droite, mais les idées du Front national de Marine Le Pen séduisent une frange de ses militants. Lorsque cela se produit à un certain niveau, on se doit d'intervenir. En 2014, le candidat péquiste Jean Carrière doit se retirer de la course après avoir partagé des messages de Marine Le Pen et des insultes contre l'islam. L'année suivante, c'est un candidat du Bloc québécois, Jacques Tremblay, qui se retire après avoir encensé le Front national. Puis, Léo Bureau-Blouin, alors président du Conseil national des jeunes du Parti québécois, avait rappelé ses membres à l'ordre. J'étais celui, lorsque Marine Le Pen est venue, qui est intervenu auprès de Pierre-Carl Péladeau pour dire il faut en aucun cas la rencontrer, il était d'accord avec moi, il faut dénoncer des individus qui sont membres du Parti québécois et qui la rencontrent. Puis il faut la dénoncer d'autant plus que ce qu'elle propose, par exemple, c'est cette idée de préférence nationale où un citoyen serait privilégié dans le logement ou l'emploi contre un immigrant reçu légal. Et ça, c'est complètement scandaleux. Si vous êtes des partisans de Marine Le Pen, vous n'avez pas votre place au Parti québécois. Ces militants associés au FN semblent avoir tiré la même conclusion. Alexandre Cormier-Denis fera sous une autre bannière la lutte d'Angouin, l'ancien fief de Françoise David. Mais beaucoup de jeunes ne se reconnaissent pas dans la politique identitaire. Félix-Antoine Jolicoeur, ex-conseiller au cabinet de Pauline Marois, est de ceux-là. Il y a malheureusement des personnes qui croient que l'intolérance est payante en politique. Je pense au Bloc québécois qui fait une publicité où une goutte de pétrole se change en cheddar. Je pense à la CAQ qui fait une publicité pour se dire « Nous, on est encore plus contre les foulards que le Parti québécois ». Les médias, croit-il, participent à l'ambiance. Il y a plusieurs intellectuels influents qui sont lus, qu'on appelle les nouveaux conservateurs du Québec et qui sont reconnus même à l'étranger. Le plus important étant, sans conteste, Mathieu Bock-Côté. D'autres personnes vont lire des chroniques, celle de Richard Martineau. Je ne crois pas que ces intellectuels-là qui écrivent sont des personnes racistes ou intransigeantes, mais leurs propos peuvent être perçus, peuvent alimenter, sont de la musique aux oreilles pour les personnes intolérantes. En 10 ans, le plus prolifique au Québec, Richard Martineau, a publié 700 chroniques consacrées en tout ou en partie à l'islam. Il croit savoir que la gauche a conclu une alliance avec l'islam radical et il ironise sur les musulmans qui ne mangent pas de porc à la cabane à sucre. Richard Martineau n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Mathieu Bock-Côté a accepté. Je n'ai pas l'impression que le Journal de Montréal, non plus que mes chroniques, non plus que celles de mes collègues, participent à la construction d'une forme de fantasme musulman négatif, imaginaire. À tout le moins, je ne me reconnais pas et je ne me reconnais pas dans cette description. Vous dites quand même dans une de vos chroniques que le burkini est un sujet important. Pourquoi? On peut s'inquiéter, me semble-t-il, de ces symboles qui se multiplient et qui témoignent peut-être même certainement, d'une difficile intégration à la civilisation occidentale et à la société québécoise. Mathieu Bock-Côté est un intellectuel engagé. Il fait aussi partie de l'élite médiatique. Il combat sans relâche le multiculturalisme et il réfute la notion même d'islamophobie. Je ne vois pas, tout le moins pour moi, puis je pense que pour mes collègues par ailleurs, je ne vois pas qui cultive une peur de l'islam. Mais je note cela dit, qu'on assimile très souvent à l'islamophobie la critique de l'islamisme. Alors, à un moment donné, ces termes en phobie nous empêchent de penser parce qu'ils psychiatrisent toute forme de désaccord sur des doctrines, sur des religions, sur des philosophies. Alors, quel mot convient pour décrire les réactions de nombreux lecteurs suite à un article racontant l'agression d'une femme enceinte qui s'est fait renverser et arracher son hijab par 2 voyous à Montréal?
Est-ce que son mari l'a battue parce qu'elle a été vue en public sans son hijab? Petite madame, maintenant elle a deux choix. Garder son hijab puis se moucher dedans. Comment savoir qu'elle était enceinte? Elle aurait pu avoir 3 kilos de TNT cachés sous son voile. S'il y aurait un soulèvement de masse, on serait débarrassé de ces poubelles. Comment voulez-vous qu'on éduque nos enfants? On dit aux autres de faire attention, une institution comme Québécois laisse des saloperies sur son site. Moi, ça me dépasse. Au Journal de Montréal, on nous assure pourtant qu'une firme modère les commentaires des lecteurs. On souligne aussi l'importance de la liberté d'expression des lecteurs. Quand on a vu les gens sortir par un froid extrême, à Montréal, à Québec, dans des endroits où il n'y a même pas un seul musulman, pour expliquer qu'on est unis, qu'on est une nation unie. Je pense qu'on a montré au monde que l'amour et la compassion, la fraternité est vraiment plus forte que la haine chez nous. Je reprendrai les mots de René Lévesque. Je dirais qu'on est quelque chose comme un grand peuple. Cette semaine de février 2017, après la tuerie, après la mort de 6 musulmans dans une mosquée de Québec, les Québécois se sont regardés dans la glace. Il y a eu avant et il y a après le 29 janvier 2017. On a senti qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'au-delà de tout ce tapage médiatique, au-delà de tous ces calculs politiques, il y avait des êtres humains derrière tout ce qui s'est passé durant les dernières années. Et je ne pense pas qu'on puisse déshumaniser une deuxième fois les musulmans facilement. Que leur sacrifice soit le ferment d'un nouvel espoir pour nous tous et nous toutes. Des autocritiques se font entendre, comme celle-ci de l'animateur Sylvain Bouchard de la station FM 93 à Québec. Ils sont pas si nombreux que ça, mais avouez qu'on parle d'eux autres souvent. On parle de leur foi, on parle de l'islam, on dénonce l'islam radical, mais dans l'islam radical, il y a aussi le mot islam. Donc on parle d'eux. Est-ce qu'on leur parle à eux? Pas assez. Mais l'envie d'en découdre demeure. Ici pour rappeler aux chroniqueurs, aux Mathieu Bocoté, aux Martino, aux Christian Rioux, tous ceux qui nous ont divisés, classifiés, montés les uns contre les autres, vous nous diviserez jamais. Le surlendemain du drame, Mathieu Bock-Côté nous a écrit. Il voulait qu'on ne diffuse pas son interview faite quelques jours auparavant. Dans les prochains temps, la discussion autour du concept de l'islamophobie quittera complètement le monde intellectuel et universitaire, avec les subtilités qu'il permet. Et le terme va changer de signification. Je redoute, dans les circonstances présentes, d'être très mal compris. La réaction des Québécois face au drame de Sainte-Foy fait désormais partie de l'histoire. Elle a défini le Québec aux yeux du monde. Elle a aussi contribué à définir le Canada. Tout au long de notre tournage en Europe, nous avons souvent remarqué à quel point, face à la montée de Donald Trump et des populismes européens, les yeux sont aujourd'hui rivés plus que jamais sur ce pays qui semble aller à contre-courant. Le Canada aussi est un pays de rêve pour beaucoup de réfugiés. Je crois que si le Canada s'était trouvé en Europe, la moitié de ceux qui sont venus en Allemagne se seraient retrouvés au Canada. Je pense que ce Canada en reviendra. Voilà. Je pense qu'il n'échappera pas à cette révolution mondiale qui est en train de se répandre. Et lorsque les Canadiens auront bien souffert, je veux dire, de la politique menée par M. Trudeau, ils diront, bon, c'est bon, on a testé et ça ne nous va pas. Une chose est sûre, la trêve qui a suivi l'attentat de Québec a été de courte durée. La tranchée entre musulmans et vigilants continue de se creuser. La question ne va pas disparaître dans les prochaines années. Qui des pays qui ferment leurs portes pour se protéger ou de ceux qui les ouvrent aux musulmans qui fuient l'islamisme offrira le meilleur rempart contre l'extrémisme?